Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui utilisent des réseaux Tetra, est-ce que vous savez qu'il y a une vulnérabilité qui a été découverte dans un des algorithmes de chiffrement, le TEA1, Tetra Encryption Algorithm 1. Il y a 4 chiffrements qui sont disponibles actuellement dans la norme, TE1, 2, 3, 4, je vais en parler juste après. Et ben dans le TE1, il y a une vulnérabilité qui a été découverte par une équipe de chercheurs, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais j'ai décidé du coup de faire une vidéo en français afin que ça puisse éclairer le plus grand nombre sur pourquoi il y a cette vulnérabilité et surtout comment, vous prouver d'où elle vient. Vous allez voir que je vais vous montrer l'algorithme un petit peu plus loin dans une des prochaines slides et on va voir qu'est-ce qui fait cette vulnérabilité qui a été découverte par des chercheurs de chez Midnight Blue. On y va, c'est parti. La vulnérabilité du TE1 expliquée. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors très rapidement, avant de continuer, une petite slide, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, à quand la mort des réseaux Tetra, ou la mort des réseaux Tetra, c'est pour bientôt. Tetra, qu'est-ce que c'est? C'est un standard de communication qui existe depuis 1995, ça fait quasiment 30 ans, à 2 ans près. C'est une norme qui a été déposée auprès de l'ETSI. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'utilisateurs dans le monde qui utilisent cette norme, donc ce principe-là. Des constructeurs renommés qui fabriquent du matériel dans des stations de base que des terminaux, Motorola, Itera, Airbus, Sepura, Thales et Telm. Je ne vais pas m'étendre dessus, je ne les connais pas tous. Voici un exemple de constructeurs renommés qui font du matériel Tetra. Alors Tetra, c'est quoi? Quand on regarde ici, typiquement, c'est des terminaux, voilà. Ça ressemble à des talkie-walkie. Ce que je tiens dans la main, là, ça c'est des terminaux Tetra, d'un côté. Et de l'autre côté, il faut toute une infrastructure qu'on appelle des stations de base, ici. Ce sont des stations de base donc, qui se comportent comme des relais, des répéteurs, si vous voulez, qui vont recevoir le signal, trier effectivement. Il y a ces multicanaux, multifréquences. Il va falloir changer, il va y avoir une assignation dynamique de canal. Donc il y a toute une infrastructure réseau, c'est un réseau cellulaire d'un côté, et des terminaux de l'autre. Qui utilise Tetra aujourd'hui? Voici une liste non exhaustive des pays comme la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande. Eux, ils l'utilisent pour des réseaux public safety, donc des réseaux d'État. Mais également, on en trouve notamment en France, de très nombreuses organisations. Réseaux de bus. Je pense par exemple à la RATP. La RATP en Ile-de-France, ils ont un réseau qui s'appelle Tetracité, d'ailleurs, qui va migrer prochainement en 4G, en LTE. Aujourd'hui, c'est le réseau qui est en place qui permet de faire communiquer les bus, les tramways, mais également la police municipale de Paris, ainsi que différentes organisations autour de Paris qui ont besoin de communiquer sur des réseaux radio sans avoir besoin d'acquérir un réseau qui leur est propre, juste en louant des terminaux et louant un peu de bande passante auprès de Tetracité. On trouve également des autoroutes qui l'utilisent, je pense à Autoroute Paris-Rhône. Des polices municipales, j'en ai parlé, il y a celle de Paris, mais pas que. Dans des grandes villes, souvent, il y a des réseaux Tetra qui sont déployés et les polices municipales ont tendance à se mettre dessus. Tant qu'à faire, autant profiter du réseau de transport en commun qui est en place pour venir ajouter quelques utilisateurs qui permettent de communiquer. Des dépanneurs et que sais-je, il y a encore plein d'acteurs. Je ne connais pas tous les réseaux Tetra, ni en France, ni dans le monde, donc je vous ai donné une liste non exhaustive ici. Rentrons dans le vif du sujet. Les algorithmes de chiffrement Tetra. C'est ce dont il est l'objet dans cette vidéo. Les algorithmes de chiffrement, ils sont standardisés. Vous en avez 4. TEA, donc Tetra Encryption Algorithm. Vous avez TEA1, TEA2, TEA3 et TEA4. Et vous avez également un dernier algorithme qui n'est pas vraiment du chiffrement, c'est TAA ou TAA1, qui est Tetra Authentication Algorithm. D'après Wikipédia, qui utilise TE1, TEA2, TEA3, TEA4, les chiffrements TE1 et TEA4 offrent une sécurité de base et sont destinés à un usage commercial. Le chiffrement TEA2, lui, est réservé aux organisations européennes de sécurité publique. Les réseaux dont je vous ai parlé avant, la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, utilisent du TEA2 pour tout ce qui est public safety. Public safety, c'est police, pompiers, SAMU. En France, on n'a pas de Tetra, on a du Tetrapol. C'est une norme différente. C'est une cousine, sur le papier, c'est une cousine, mais elle ne marche pas du tout pareil. Et enfin, TEA3, ici, s'applique aux situations où TEA2 est approprié mais non disponible.
Alors, à ce jour, je sais qu'il y a du TEA2 en Europe sur les réseaux public safety. Je ne sais pas qui utilise du TEA1 et ni du TEA4. Moi, j'en ai pas. Autour de chez moi, les réseaux ne sont pas chiffrés. Donc, il n'y en a clairement pas du tout. Tous ces algorithmes, ils sont sous NDA, Non-Disclosure Agreement. En français, accord de confidentialité. Donc, on n'a pas le droit de les diffuser. Donc, ils sont par conséquent non diffusables publiquement. C'est pour ça qu'ils sont restés secrets pendant toutes ces années et que les vulnérabilités, on ne les a pas vues tout de suite. Maintenant, attaquons-nous à la vulnérabilité du TEA1. En janvier 2021, il y a une équipe de 3 chercheurs de Midnight Blue, Midnight Blue c'est un cabinet de recherche, qui s'est lancé dans une étude sur les chiffrements Tetra, donc dédiés au chiffrement Tetra. Ils ont identifié plusieurs failles, 5 failles au total. Je vous les montre à l'écran d'ailleurs, les 5 failles qu'ils ont utilisées. Et en juillet 2023, ils ont décidé de faire une information auprès du public sur ce qu'ils ont trouvé. Toutes ces informations, vous les trouvez sur leur site internet d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ici tetraburst.com ou midnightblue.nl. NL, Netherlands, ce sont des Hollandais, des chercheurs hollandais. Ces 3 chercheurs, donc Midnight Blue, est basé là-bas. Je vous propose maintenant qu'on se concentre sur la faille CVE, son petit nom CVE 2022-24402. C'est un nom à coucher dehors, mais c'est la faille qui concerne le TEA1. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a dans cette faille du TEA1 ? Voilà à quoi ressemble l'algorithme TEA1. Il va se passer en 2 étapes. Première étape, à gauche, on va partir d'une clé que je vais vous montrer qui fait 80 bits ici, et on va la compresser en une clé de 32 bits. Et deuxième étape, on va repartir de cette clé de 32 bits, et on va ensuite se servir de cette clé de 32 bits pour générer en sortie, ici, le fameux keystream. Je vais juste effacer ce que j'ai mis, parce que j'ai fait des animations, tac, 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 et tac, pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous programmez une radio, un terminal comme ça, vous avez une clé de 80 bits, 10 octets, que vous rentrez dans la radio. Donc c'est une clé secrète. Celle-ci, elle est secrète, elle ne doit pas être connue. Là où se trouve la vulnérabilité, c'est que cette clé, elle va être compressée. On va partir de ces 80 bits, ici, là. On va faire un shift 10 fois de suite, donc octet par octet, il y a 10 octets, et on va l'injecter là-dedans, ici. Donc on va se retrouver avec une clé dérivée de 32 bits. Et cette clé dérivée, on va l'injecter dans l'algorithme. Tiens, j'ai encore effacé mes trucs, parce que sinon ça fait beaucoup. Donc cette clé, on va l'injecter. Cette clé de 32 bits qui se trouve ici, là, on va l'injecter là, dans l'algorithme de chiffrement. Donc c'est le stream cipher, c'est-à-dire ce qui va générer le flux de bits, le keystream qui va permettre de chiffrer les données. Ensuite, on mixe tout ça avec un vecteur d'initialisation. En Tetra, il fait 64 bits, 8 octets, donc on les voit là, de R0 à R7. Et en appliquant ce principe-là, en faisant tourner les données, comme un LFSR, Linear Feedback Shift Register, on fait juste tourner les données, on va générer en sortie le keystream, tout simplement. Je suis juste en train d'effacer mes trucs. Voilà. Ici, à cet endroit-là, le keystream, hop, je vous montre juste, voilà, le keystream qui est généré ici au niveau du out, ici, là, eh ben, c'est ça qui va nous permettre de chiffrer les données. On va générer ce fameux keystream et ensuite on va appliquer un ou exclusif entre les données en clair et le keystream et on va chiffrer la voix, la data. Je ne sais pas exactement comment ça se passe derrière. Pour l'instant, c'est une approche théorique. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de TEA1 à proximité, donc je me contente simplement de vous parler de la vulnérabilité qui a été découverte par les chercheurs. Donc à partir de cet endroit-là, je ne sais plus exactement, je ne sais pas comment ça marche derrière, comment sont chiffrées les données. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en partant de cette clé de 80 bits qui se trouve ici, eh ben, on va compresser cette clé donc, de 80 bits, on va la transformer en une clé de 32 bits. Donc 32 bits, c'est tout petit, et c'est à partir de cette clé de 32 bits ici que l'on va pouvoir générer le keystream qui se trouve ici. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que au travers de ce chiffrement qui se trouve là, eh ben, clairement, il y a une vulnérabilité, puisque d'une clé de 80 bits, on l'a réduit en une clé de 32 bits. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'un attaquant qui connaîtrait cette clé-là, qui est capable de trouver les 32 bits corrects, eh ben, il va pouvoir être capable de générer le keystream qui se trouve ici, et donc de décoder, de coder ou décoder les données, sans avoir besoin de connaître la clé secrète qui se trouve ici. Voilà, elle est juste là, cette faille. Tout simplement, c'est comme ça que ça marche.
Juste pour préciser, à quoi servent les petites cases en rouge là? Le S, les S, ce sont tout simplement des S-box. Ensuite, les fonctions F1 et F2, ce sont des fonctions non linéaires. N'hésitez pas à aller voir, tout est décrit dans le code. Et pour finir, le B, qu'on voit ici, eh ben, c'est une simple fonction de permutation. Voilà, c'est pour détailler davantage comment fonctionne cet algorithme TEA1. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, bah, la faille du TEA1, elle remplace une clé de chiffrement qui faisait initialement 80 bits par une clé qui en fera 32 bits. Donc K dans l'algorithme est K' ou K avec une apostrophe K', une fois qu'elle est compressée. Donc un attaquant, lui, il va pouvoir très facilement brute forcer la clé de 32 bits, chercher une à une les clés, pour décoder les clés, pour décoder les données originales, sans avoir besoin de connaître la clé originale de 80 bits. J'insiste bien, il suffit qu'il trouve les 32 bits dont je vous ai parlé juste avant, et il va pouvoir, avec ça, décoder les données correctement. Et aujourd'hui, il faut savoir que brute forcer du 32 bits avec un PC moderne sur un algorithme comme ça, grosso modo, ça prend moins d'une minute. Avec des GPU, multi-CPU, tout ça, on peut même descendre à mon avis, quelques secondes, moins de 10 secondes. Donc ça peut aller très 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 vite. Vous voyez un petit peu, c'est en ça que la vulnérabilité a été découverte et finalement, c'est une grosse faille, une grosse vulnérabilité qui est intégrée dans les radios qui utilisent du TEA1 depuis bientôt 30 ans. Vous voyez qu'il était quelque part, il était temps de la découvrir parce que ça met ça compromet clairement la sécurité des données pour tous ceux qui échangent, qui l'utilisent, quoi. Pour ceux du coup qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir le site internet cryptomuseum.com. C'est de là-dedans que j'ai tiré les images dont je vous ai parlé avant. Il est très bien fait le site. Il explique le fonctionnement des algorithmes TEA 1, 2 et 3. Il n'y a pas le 4. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils n'ont pas eu accès au 4 ou ils n'ont pas pu le reverse engineer ou peut-être pas de matériel sous la main. N'hésitez pas à aller voir également le dépôt GitHub de Midnight Blue. Je vous l'affiche à l'écran. Là encore, vous trouverez les codes sources TEA 1, 2, 3, mais également l'algorithme d'authentification, le TAA1, enfin TAA ou TAA1. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, vous pouvez aller voir les sites internet, les deux sites internet de Midnight Blue, donc tetraburst.com et midnightblue.nl. Voilà, je vous les affiche à l'écran quelques secondes afin que vous puissiez voir un peu à quoi ils ressemblent. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, le lien vers Crypto Museum, le lien vers le dépôt GitHub et le lien vers les sites internet de Midnight Blue. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir davantage sur comment ça fonctionne. Je suis notamment pas rentré dans certains détails quand je vous ai montré l'algorithme, le S-Box, il y a des fonctions un peu particulières. Tout est détaillé dans le code source et sur le site Crypto Museum, donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe et comment ça fonctionne. En conclusion, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, n'utilisez surtout pas le TEA1. C'est d'ailleurs l'objet de la conclusion de Midnight Blue que je vous affiche à l'écran. Il y a une partie où ils expliquent les correctifs qu'on peut appliquer. Clairement, consider TEA1 equivalent to clear text. Donc, considérez le chiffrement TEA1 comme du clear text, comme du non chiffré, comme une absence du chiffrement, comme si les données étaient en clair. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, merci à eux, merci à ces chercheurs de chez Midnight Blue pour leurs travaux. Merci à vous trois. Je ne sais pas si regardons cette vidéo, elle est en français, ils comprennent l'anglais, et puis je ne parle pas hollandais. Donc, ils comprendront peut-être avec la transcription. Donc, merci à vous d'avoir diffusé ces travaux, enfin, pour vos travaux et d'avoir diffusé vos recherches. Merci au site également Crypto Museum d'avoir publié les différents algorithmes. Et merci également à vous, Midnight Blue, d'avoir mis ça sur un dépôt GitHub. Petite suggestion personnelle pour l'Etsy maintenant. N'hésitez pas à publier les prochains algorithmes Tetra, quand vous les ferez évoluer, afin qu'ils puissent être audités par des chercheurs indépendants. Moi, j'aurais plaisir à aller voir comment sont faits les algorithmes. Est-ce qu'ils peuvent se brute forcer facilement? Est-ce qu'il y a des failles? Il y aura des chercheurs du monde entier qui se pencheront dessus, et c'est ce qui permettra de faire des algorithmes puissants, bien sécurisés, et d'être sûr qu'il n'y aura pas de vulnérabilité, il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas de backdoor à l'intérieur. Donc c'est une suggestion personnelle, n'hésitez pas à le faire. Ça évitera les trucs pourris, parce que clairement, je vous le dis, là, ce qui a été fait, bravo aux chercheurs de Midnight Blue, je ne vais pas m'approprier
comment dire, les mérites de ce qu'ils ont fait, mais là, clairement, la backdoor, elle est pourrie, quoi. Hein, je veux dire, passer de 80 bits à 32 bits comme ils l'ont fait, c'est clairement pourri. Ça, c'est une backdoor introduite volontairement, mais à ce niveau-là, je me dis, il y a de la corruption pour que ce soit passé, c'est pas possible, ou les mecs sont pas compétents. Donc, n'hésitez pas à publier vos algorithmes afin que nous puissions les auditer, hein, des chercheurs indépendants qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions, et ça permettra de faire évoluer la sécurité. Voilà, merci à tous. Nous en arrivons donc à la fin. J'ai pas grand chose à dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.